La 5e conférence de ces journées de la santé va traiter du diabète, évolution thérapeutique et innovation dans les prises en charge. Elle est proposée par le réseau Rezamut. Et les intervenants vont être Chantal Bully, médecin diabétologue aux Portes du Sud, Jean-Philippe Lebert, médecin diabétologue également mais au Medipôle, et c'est Antoine Katinki, le directeur général de Rezamut, qui va débuter. Merci monsieur, bonjour à tous. Juste 2 mots d'introduction, je ne vais pas garder la parole longtemps, juste pour vous dire que les établissements mutualistes de l'agglomération lyonnaise sont à un moment important de leur histoire. Le Medipôle Hôpital Mutualiste a ouvert ses portes le 2 janvier dernier et donc a l'ambition de développer dans l'ensemble des disciplines médicales une couverture complète des patients qu'elle accueille. Et le GHN des Portes du Sud, le groupement hospitalier mutualiste des Portes du Sud, lui est en train de lancer un plan de développement de ses activités médicales important aussi. Donc c'est à ce moment-là que nous avons pensé intéressant de vous présenter dans un domaine particulier, qui est la prise en charge du diabète, comment nos établissements travaillent de façon permanente à trouver des solutions, des prises en charge innovantes, thérapeutiques innovantes. Et l'exemple de ces 2 médecins, le docteur Bully, le docteur Lebert, issus chacun de nos 2 établissements qui travaillent en coordination, va illustrer finalement cette volonté de la mutualité d'être en pointe sur la prise en charge de certaines pathologies, et aujourd'hui le diabète. J'en dirai pas plus et je vais immédiatement leur laisser la parole pour nous présenter ce qui se fait dans nos établissements. Docteur Lebert ? Merci, bonjour à tous. Nous sommes ravis d'évoquer aujourd'hui donc le diabète autour de ses innovations en termes de traitement et également ses innovations technologiques. Le diabète, c'est une véritable épidémie. Au niveau mondial, il y a plus de 400 millions de personnes concernées. En France, c'est 3,5 millions, ce qui représente entre 4 et 5% de la population générale française. Alors, depuis 1921, c'était la découverte de l'insuline qui sera fêtée dans 2 ans. La prise en charge du diabète a beaucoup évolué et nous allons vous présenter avec le docteur Chantal Bully au cours de cette intervention les évolutions qui ont concerné les insulines, lentes et rapides, l'apparition des capteurs de glycémie qui ont bouleversé la prise en charge, les pompes à insuline, et nous terminerons par tout ce qui est technologie liée au diabète. En termes d'évolution thérapeutique, apparu il y a un peu moins de 2 ans, donc c'est l'insuline à base agar qui est le premier biosimilaire de l'insuline. Donc l'insuline de référence était l'insuline Lantus qui est sortie en 2003, et puis donc le biosimilaire c'est l'équivalent générique dans la chimie. Ça a surtout un intérêt médico-économique et ça a permis de faire en sorte qu'un maximum de personnes puissent accéder à la mise sous insuline. Plus récemment, les insulines de nouvelle génération, donc des insulines de très longue durée d'action, de plus de 24 heures. Donc la première, c'était l'insuline Tougeo, qui est une évolution de l'insuline Lantus. Alors vous voyez en noir, c'est la cinétique, le modèle d'action de l'insuline Lantus, et puis en blanc, les ronds blancs, l'insuline Tougeo. Donc il y a un profil d'action nettement plus plat, ce qui a un intérêt pratique en diminuant le risque de survenue d'hypoglycémie. La deuxième insuline de très longue durée d'action, qui est apparue il y a moins d'1 an maintenant, c'est l'insuline Tresiba, donc, ou insuline d'Aiguidec du laboratoire Novo, qui a une durée d'action de plus de 42 heures, avec un profil également particulièrement plat, ce qui fait actuellement ces deux insulines figurent comme les insulines de référence dans le diabète de type 1, mais également de plus en plus dans le diabète de type 2. Les insulines rapides ont bénéficié de la mise sur le marché il y a moins d'1 an de la Fiasp, qui est une évolution de l'insuline Novorapide, avec, on voit en rose, une courbe d'action qui est plus précoce et une durée d'action qui est un peu plus courte. L'intérêt de ces insulines rapides, c'est juste de couvrir les hyperglycémies liées au repas, et ce qui évite la survenue d'hypoglycémie tardive. Donc c'est un intérêt dans le diabète de type 1,
Et puis dans le diabète de type 2, dans les formes évoluées, quand on est obligé d'intensifier les traitements. Il y a d'autres insulines ultra rapides en développement, mais pour le moment, aucune n'est commercialisée. Je prends donc le relais pour vous parler des nouvelles thérapeutiques dans le diabète de type 2. Pendant longtemps, on avait deux molécules, on avait deux façons de soigner le diabète de type 2. Il y en a beaucoup qui l'ont connu. C'était les biguanide ou la metformine, qui est un médicament qui améliore l'action de l'insuline et qui reste le traitement de choix du diabète de type 2. Et on avait une autre classe de médicaments qui sont les insulinosécréteurs, les sulfamides, qui stimulent la sécrétion d'insuline, avec bien sûr le risque d'hypoglycémie. On a vu apparaître de nouvelles thérapeutiques, de nouvelles classes, notamment les glitazones, qui ont été malheureusement retirées en France, du fait de leur rétention hydrosodée qui pouvait décompenser des insuffisance cardiaques. Mais nous avons d'autres classes, les incrinomimétiques, où c'est des médicaments qui vont soit augmenter le GLP-1 endogène en inhibant l'enzyme, c'est des comprimés, les gliptines, soit carrément une nouvelle hormone, on amène l'hormone qui manque, le GLP-1, et cette hormone va augmenter la sécrétion d'insuline, mais de façon glucose dépendante, donc elle évite les hypoglycémies. Elle diminue le glucagon, qui est une hormone hyperglycémiante. Elle va ralentir la vidange gastrique, éviter les pics hyperglycémiques après le repas. Et elle a une action également sur le cerveau, où elle diminue la prise alimentaire en augmentant la satiété. Elle a également une action hépatique, on a vu qu'elle servait aussi en traitement des stéatoses hépatiques. Voilà les analogues du GLP-1 que nous avons surtout actuellement. Le Victoza est un analogue ou le liraglutide qui se fait à une injection par jour, qui est commercialisé maintenant depuis plus de 10 ans. Et à la DA en 2016, c'est la première analogue qui a montré sa protection cardiovasculaire dans les études de sécurité. Donc, les analogues du GLP-1 sont devenus le traitement de choix chez les diabétiques en prévention secondaire, c'est-à-dire ceux qui ont fait des problèmes cardiovasculaires. Vous avez également le Trulicity, qui a été commercialisé fin 2015, qui se fait à une injection hebdomadaire, une fois par semaine, et les études sont en cours actuellement avec Rowind à l'ADA, en montrant également la sécurité cardiovasculaire. Et vous avez le tout dernier, l'Ozempic, la sémaglutide, qui a montré également sa protection cardiovasculaire. Et nous attendons avec impatience en France la commercialisation des glyphosines, qui sont un inhibiteur du transporteur de glucose au niveau rénal, qui par leur action diurétique vont être le traitement de choix de l'insuffisance cardiaque du diabétique, et également du diabétique qui a un problème d'insuffisance rénale. Un petit mot sur les capteurs de glucose. Jean-Philippe vous en a déjà parlé, ça a été la révolution il y a 2 ans quand subitement on a eu le remboursement du freestyle libre chez les patients diabétiques de type 1 ou de type 2 qui avaient au moins 3 injections d'insuline. Vous avez donc un petit capteur qui est très facile à poser, une petite désinfection de la peau, un inserteur, on le met sur la peau et en quelques secondes, il est posé. Et ce capteur va donner des mines d'informations. Il n'y a pas besoin de calibration, il a une durée de vie de 14 jours. Il a une mémoire, il faut bien scanner toutes les 8 heures pour ne pas perdre de données. Et en plus de la glycémie capillaire, il va donner ce qui s'est passé dans les 8 heures avant. Vous avez une courbe de la glycémie et vous avez une petite flèche de tendance qui vous dit qu'est-ce qui va arriver dans le quart d'heure qui suit. Cela permet également en consultation, le patient amène son lecteur et on peut télécharger les données et analyser les profils glycémiques, ce qui a révolutionné la prise en charge. Le patient peut également scanner avec son portable s'il a téléchargé
l'application Freestyle Link. Voilà donc une image instantanée. La moyenne des glycémies interstitielles permet d'estimer l'hémoglobine glycosylée. Et puis, on va avoir plein d'indications, notamment le pourcentage dans la cible. Vous voyez là, il est noté à 74%, témoin d'un très bon équilibre. Et ce pourcentage dans la cible va être un marqueur de suivi qui va probablement supplémenter l'hémoglobine glycosylée dans quelques années. Vous avez également le pourcentage au-dessus de la cible, au-dessous, les événements hypo, le nombre d'hypo, la durée moyenne, et puis on peut voir si le capteur est bien utilisé. Il faut au moins que les données soient supérieures à 70% pour qu'ils soient bien utilisés et pour qu'ils puissent continuer à être prescrits. On peut également faire une analyse journalière. Vous voyez là une journée, et vous voyez que le patient, en fait, le premier a passé le jeudi 30 août une partie de la nuit en hypoglycémie. En fait, quand il s'est réveillé, il avait des glycémies normales. C'est des choses qu'on ne voyait pas avant. S'il a bien noté sa quantité de glucides qu'il fait au repas et sa quantité d'insuline, on peut travailler sur ce rapport glucide-insuline et permettre d'aider le patient à trouver les bons rapports. Il peut aussi noter la période d'activité physique quand il est malade, et c'est une mine d'informations quand on le revoit en consultation. Alors, il y a d'autres capteurs, et notamment le capteur Dexcom G4, qui est remboursé depuis un an chez les patients diabétiques de type 1 qui ne sont pas à l'objectif ou qui font des hypoglycémies, car l'avantage, c'est de prévenir les hypoglycémies. Le capteur Dexcom G5 n'est pas encore en France et ne le sera probablement pas. Et puis l'autre capteur, l'iPro Medtronic, qui est couplé à la pompe 640, dont je vous parlerai tout à l'heure. Il faut savoir aussi qu'il y a un autre capteur qui est actuellement à l'essai, c'est l'Eversens avec Roche. C'est un capteur implantable qui a une durée de vie de 6 mois, qui est pour l'instant pas non plus commercialisé en France. Voilà, un petit mot sur les pompes. Vous savez que la pompe insuline est maintenant remboursée depuis les années 2000 et que c'est la meilleure façon de mimer l'insulinosécrétion physiologique. On a donc un petit réservoir dans la pompe d'insuline rapide qui envoie à l'aide d'un cathéter l'insuline en continu. On peut régler le débit comme on veut, choisir un débit jour, nuit. On peut l'arrêter si on fait de l'activité physique. Et puis on se fait des petits bolus au repas. Le frein à l'acceptation de la pompe, c'était ce fil. Beaucoup de patients ne voulaient pas ce fil. Et c'est vrai que la pompe Omnipod sans fil, c'est la première pompe patch, a permis une petite révolution et une acceptation chez les gens qui avaient du mal à accepter ce fil. Nous avons également une autre pompe, la Q-Shake Insight de Roche, qui a l'avantage d'avoir une cartouche pré-remplie qui permet d'éviter ce remplissage du réservoir tous les 3 jours. Et puis la dernière, l'Ipsopompe, qui soit existe avec la cartouche ou en réservoir et qui est peut-être la pompe la plus petite. Mais parlons de la pompe Medtronic, ce système Minimed 640 avec l'algorithme SmartGuard qui permet un arrêt avant hypo. Et cela a donc révolutionné la prise en charge des gens qui ne sentaient plus leur hypo ou qui avaient une peur phobique de l'hypoglycémie. Il faut savoir que la pompe est très utilisée dans le diabète instable, chez les personnes qui font beaucoup d'hypoglycémie, pour les grossesses et également pour les enfants. Donc, ce système permet donc, ce système arrête l'insuline avant l'hypoglycémie. Il suffit de créer donc le seuil, la limite basse, le seuil hypo. On a donc une zone de vigilance et dès que la glycémie chute et rentre dans cette zone de vigilance, eh bien la pompe va s'arrêter toute seule s'il y a un risque d'hypoglycémie dans les 30 minutes qui suivent. Si tout se passe bien, au bout de 30 minutes, elle repart toute seule et le patient ne s'est rendu compte de rien.
Si par contre cela ne suffit pas, elle va sonner au bout de 2 heures pour que le patient reprenne la main. Vous voyez que c'est demain la boucle fermée. D'ailleurs, David Loup à Grenoble a déjà mis en place ça dans le cadre d'un protocole. Mais que la prochaine pompe, ce sera la pompe qui va être capable de s'accélérer en cas d'hyperglycémie. Et c'est donc le mini-pancréas artificiel. Voilà, je donne la parole à mon collègue. En termes de technologie pour la santé, donc il y a beaucoup de termes. On parle d'objets connectés. On parle de M-santé, qui est la santé mobile. Et puis, on parle de télémédecine. L'ensemble s'appelle technologie pour la santé. Alors, concernant les objets connectés, à l'heure actuelle, il y a surtout, sur votre gauche, les lecteurs de glycémie. Le lecteur envoie directement le contrôle glycémique sur un smartphone qui a téléchargé l'application. Sur votre droite, en développement, mais non encore commercialisé, on peut mettre des systèmes sur les silos d'insuline et la dose qui est effectuée est transmise sur le téléphone également et permet d'éviter les oublis. Et puis au centre, il y a tout ce qui est activité physique et poids, donc avec tous les bracelets que vous avez pu acheter, que vous pouvez utiliser, les balances connectées, alors qui peuvent être utilisées en diabétologie, mais également dans d'autres spécialités, notamment la cardiologie. Donc l'ensemble constitue les objets connectés. Les applications mobiles, il y en a plus de 50 000 au total, et chaque jour, des centaines apparaissent. Alors elles ont une utilité, parfois certaines ne servent strictement à rien. C'est pour cela que tous les ans, la Société française de diabétologie recommande plutôt certaines applications par rapport aux autres. Et parmi les applications les plus utilisées, c'est celles qui font office de carnet glycémie. Donc il y a Ma Glycémie, il y a Diabète M, où on peut rentrer à la fois les contrôles glycémiques, à la fois les injections d'insuline. Parmi les autres applications figurent des applications plus à visée diététique. Donc mon glucocompteur qui permet d'évaluer la quantité de glucides, il y a GlucideCheck également. Cela est très utile dans le diabète de type 1 et puis également ces applications permettent de montrer la quantité de lipides, de matières grasses et peut avoir une application également dans le diabète de type 2. Alors, la télémédecine, c'est le domaine qui a évolué le plus vite, le plus fort ces derniers mois, ces dernières années. Quand on parle télémédecine, vous avez dû entendre la téléconsultation, c'est avec un patient et un médecin. Il y a la téléexpertise, c'est médecin face à un médecin expert. Et puis la télésurveillance glycémique. Alors nous allons aborder cet aspect télésurveillance. Donc vous avez à gauche un patient qui a un problème de diabète. Sur votre droite, soit une infirmière, soit un médecin. Et puis au centre, il y a toute une technologie qui est mise en place, souvent qui utilise actuellement le smartphone. Et ces plateformes de mise en relation, il y en a plusieurs. Il y a MyDiaby, il y a Diabéo, il y a Insulia. Et les données du patient transitent par la plateforme, arrivent au niveau du médecin et inversement. Actuellement, donc, a été déployée en France l'étude ETAP pour tout ce qui est télésurveillance dans le diabète de type 1, dans le diabète de type 2 et également dans le diabète gestationnel. Mais pour le moment, cela n'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Alors, je vais vous présenter surtout la télésurveillance des femmes enceintes, le diabète gestationnel, qu'on a particulièrement développé à la fois aux Portes du Sud et à la fois sur le Medipôle, via l'application MyDiaby. Donc le patient a un lecteur connecté, a téléchargé l'application sur son smartphone et les données nous parviennent directement sur nos ordinateurs. Vous voyez ici la liste non exhaustive des femmes enceintes. Sur le Medipôle, on en a entre 65 et 70 en permanence, avec des renseignements, la date d'accouchement, l'état d'avancement de la grossesse, et puis à droite, toute une symbolique, là, des signes, alors les flèches qui nous renseignent et qui nous permettent, quand il y a beaucoup trop de personnes, de savoir où sont les priorités. Une flèche haute, ça veut dire hyperglycémie. Donc là, c'est une alerte pour nous. Une flèche basse également. Quand il n'y a rien, on est tranquille. Après, quand les patients nous envoient un petit message, il y a une enveloppe verte qui s'affiche. Et quand il y a l'œil barré, ça veut dire que la personne, le patient, la femme enceinte, n'a pas ouvert son téléphone et n'a fait aucun contrôle glycémique.
Vous voyez donc ici une jeune femme dont la date d'accouchement était prévue fin 2018. Dans le diabète gestationnel, elle se contrôle 6 fois, avant le repas et 2 heures après le repas. Donc on voit globalement, elle se surveille très bien. Les chiffres noirs qui apparaissent, ce sont les doses d'insuline à la fois lentes et rapides chez cette personne dont le diabète gestationnel a nécessité la mise sous insuline et la mise sous insuline en multi-injection. Il y a un code couleur qui est très simple. Vert, tout va bien. Rouge, on est au-dessus des limites du diabète gestationnel. Donc finalement, globalement, l'évolution est satisfaisante. Plus récemment, on a eu cette jeune dame, donc découverte lors du test de dépistage du diabète gestationnel. Donc toutes les glycémies étaient dans le rouge. Et vous voyez en haut à droite, il y a même le pourcentage qui nous alarme. Plus de 60% des glycémies sont élevées. En moyenne, on tolère jusqu'à 20% d'augmentation. Donc cette jeune femme, du coup, on lui a écrit via l'application. On lui envoie un petit message en disant voilà, j'ai besoin de vous hospitaliser. Donc elle est hospitalisée. Et puis la semaine dernière, quand elle est passée dans le service, on marque la mise sous insuline, les doses d'insuline. Et comme ça, comme nous sommes plusieurs médecins à nous relayer pour le suivi des diabètes gestationnels, cela permet à chacun des médecins de savoir ce qu'il s'est passé. Alors, cette médecine connectée, cette médecine moderne, à la fois en termes de thérapeutique et d'outils, est celle que nous proposons aux Portes du Sud, ainsi qu'au Medipôle. Le patient reste au centre du dispositif. Souvent, on représentait auparavant le médecin et le patient côte à côte, et maintenant, il n'y a plus que le patient. Avec tous ces outils connectés, donc ces surveillances, il y a les capteurs, la transmission des données, que l'on peut même avoir quasiment en direct avec les applications actuelles. Et puis cette prise en charge de la diabétologie qui a évolué, qui est nettement plus ambulatoire. On vient le matin, on repart dans la journée. Donc les hospitalisations dites conventionnelles de 2-3 jours ou plusieurs jours deviennent de plus en plus rares. Et nous avons besoin, donc, pour se homogénéiser ce dispositif et le rendre performant, naturellement de prestataires de services, de plateformes, du pharmacien. Donc il y a plein d'autres intervenants qui sont dans cette boucle virtueuse. Voilà, nous proposons ça depuis plusieurs mois donc sur nos 2 sites respectifs et nous en faisons bénéficier également toutes les personnes qui ont un diabète de type 2 et également un diabète de type 1, même si c'est un peu plus compliqué parce qu'on a du mal à avoir l'ensemble de leur glycémie en temps réel. Je vous remercie de votre attention. C'est le moment des questions. Souhaite poser la première question. Excusez-moi, vous ne parlez pas du tout des pompes implantées. Non, on n'a pas du tout parlé des pompes implantées ou implantables, car actuellement cette technologie est en train de disparaître. Elle a été effectuée sur le site de Montpellier, au CHU. Il y a globalement en France 200 personnes qui ont bénéficié de la pompe implantée. Le problème des pompes implantées, c'est qu'il faut une chirurgie avec une anesthésie générale pour implanter la pompe. Tous les mois, avoir le chirurgien pour injecter de l'insuline. Et puis, il y a eu des problèmes techniques concernant ces pompes. L'évolution des capteurs et des pompes externes a nettement plus évolué. Et tout ce qui est actuellement fait pour ce qu'on appelle le pancréas artificiel, c'est-à-dire un système entièrement autonome, se fait avec les pompes externes via les capteurs externes. Oui, est-ce qu'une personne qui a un diabète peut prendre à la place du sucre des édulcorants ? Oui, bien entendu, s'il ne peut pas se passer du goût sucré, mais c'est un faux sucre, c'est de la chimie. Donc moi je me dis que s'il peut se passer du sucre, c'est encore mieux. Mais s'il ne peut vraiment pas s'en passer, oui, ça lui donnera une fausse sensation de sucre. Alors par rapport au diabète, non, mais c'est de la chimie, il y a beaucoup d'études ça a été très discuté, des risques, mais il n'y a aucune étude qui peut trancher, donc je ne pense pas qu'il y ait un risque important pour la santé, mais si on en prend trop, c'est de la chimie, donc si on peut se passer du sucre, c'est encore mieux, du sucre rapide. Médicament, j'ordonnance parce que je reviens d'Allemagne et c'est contre le diabète aussi. Oui.
Alors oui, c'est ce que je vous ai évoqué tout à l'heure, les glyphosines ou les inhibiteurs des DPP4. C'est un médicament qui va bloquer ce récepteur au niveau rénal pour la réabsorption de sucre. Donc on urine le sucre. Et donc ce médicament a un pouvoir diurétique, en plus de faire baisser les glycémies, il fait uriner un peu plus. Et donc on s'est rendu compte qu'en plus de son effet hypoglycémiant, c'était un protégé au niveau cardiovasculaire et surtout de l'insuffisance cardiaque. Et également de l'insuffisance rénale. Mais nous en France, ce médicament n'est pas encore remboursé. Nous l'avons que dans des essais cliniques. Et nous, par exemple, au Port du Sud, on l'a actuellement en essai thérapeutique, en protection cardiovasculaire, mais on ne peut pas le donner à tout le monde. Non, vous ne l'aurez pas en France. Vous pouvez aller l'acheter en Allemagne, en Suisse. Moi, j'ai des patients qui vont l'acheter en Suisse ou en Allemagne, mais ils le payent, quoi. C'est pas remboursé. Mais vous pouvez, avec une ordonnance, aller l'acheter dans un autre pays, mais c'est à vos frais. Oui. On espère quand même en France, parce qu'on devient le dernier pays à l'avoir, qu'il sera quand même commercialisé en France, au moins dans la population des insuffisants cardiaques, parce qu'il a montré qu'il diminuait vraiment le nombre d'hospitalisations, et pour les gens qui ont une insuffisance cardiaque, c'est révolutionnaire. Donc on a un peu de mal à comprendre pourquoi nous, on ne l'a pas en France. Au niveau européen et américain, c'est le traitement de deuxième intention, après l'échec de la metformine. En prévention secondaire. Tout à fait. Non, c'est une excellente molécule. En revanche, on est victime un peu de l'effet médiateur. Et depuis 5 ans, régulièrement, la Société française de diabétologie demande au ministère de la Santé de rembourser ce traitement en France. Et pour le moment, la réponse est négative. Bonjour. Étant diabétique depuis 25 ans et traité avec des médicaments, j'arrive à rester en H1, autour de 7,50. Quel intérêt j'aurais de passer à l'insuline? S'il y a un intérêt ou si je reste en médicament? C'est toujours difficile de se prononcer sur une situation un peu ponctuelle. Ce que l'on prend en compte, c'est l'évolution, le taux d'hémoglobine glyquée, certes, et puis éventuellement les fluctuations glycémiques. Si votre suivi est parfaitement régulier, rigoureux, et que votre médecin vous dit que tout est stable, il n'y a pas de raison de modifier le traitement. Après, le diabète, c'est une maladie qui est évolutive. Donc probablement, dans 6 mois, dans 1 an, votre équilibre sera de moins en moins performant et à ce moment-là, vous allez avoir besoin d'insuline. On estime à l'heure actuelle, dans le diabète de type 2, que c'est entre 10 ans à 15 ans d'évolution, on a besoin d'un peu d'insuline. Et ça, c'est une estimation globale. Au niveau individuel, il y a des personnes qui restent pendant plus de 20 ans en comprimé, mais au final, quoi qu'il en soit, on aura besoin d'insuline. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Moi, j'ai une question sur la technologie de santé. Ma première question, c'est qu'est-ce que vous faites pour quand vous avez présenté MyDiaby, pour les femmes qui ne regardent pas, vous avez montré l'œil là, et qu'elles ne regardaient pas ou qu'elles n'ouvraient pas son application. Donc, quel suivi pour ces femmes, si vous faites un suivi du coup plus direct? Et ma deuxième question, c'est plus quand vous avez montré le cas de la patiente là, qui avait tout en rouge, et vous avez juste écrit en message « hospitalisation ». Est-ce que ça ne fait pas peur pour ces femmes de voir juste un mot dire aller à l'hôpital? Alors, les personnes qui ne consultent pas, généralement on les appelle. Alors au début on leur met un message, puis 2 messages, on leur renvoie un courrier en disant « écoutez, on ne comprend pas, vous n'utilisez pas l'application ». Et puis après on les appelle et on leur donne un rendez-vous en consultation. Parfois, de façon surprenante, elles ne viennent pas au rendez-vous. Donc là, on les rappelle à nouveau, mais on ne va pas aller les chercher à domicile. Donc on essaie de les stimuler. Alors après, des fois, il y en a qui ont des problèmes techniques. Elles ont perdu leur téléphone, il est cassé. Elles n'ont pas d'accès Internet. À ce moment-là, on les fait en traditionnel, entre guillemets. On les voit tous les 15 jours en consultation. Puisqu'il fait des consultations très chargées.
Le message que j'ai mis, c'était un résumé. Parce que tout au début, on lui avait dit, voilà, vos glycémies sont trop élevées, etc. On vous propose un hôpital de jour. Elle est venue en hôpital de jour, atelier de diabète gestationnel. On la sensibilise, on l'aide à télécharger l'application, à la paramétrer. Et puis, au final, on lui a dit, bah, écoutez, on vous hospitalise tel jour, à telle heure, et la secrétaire l'appelle. Et moi, c'était juste pendant son hospitalisation, j'ai marqué ça, pour m'en souvenir, parce que quand on a les 65 personnes à regarder, on ne sait plus qui est qui fait quoi, donc c'est pour m'en souvenir, et puis également pour mes collègues, qu'elles sachent que la patiente est passée en hospitalisation et que ce n'est pas la peine de lui reproposer la semaine prochaine, par exemple, une hospitalisation, si les glycémies sont améliorées, mais pas complètement. Donc c'était très directif, mais je préviens les patients en leur disant, écoutez, vous allez recevoir un petit message pendant l'hospitalisation. Je leur dis, je vais vous envoyer un petit message, c'est pas tant pour vous, mais c'est plus pour nous les médecins, qu'on sache quel type d'insuline vous avez, et puis qu'est-ce qu'on vous a fait pendant votre séjour. C'est plus rapide que le compte-rendu d'hospitalisation. Je veux juste rajouter qu'avant de les connecter, toutes ces patientes en diabète gestationnel sont vues en groupe, en atelier, avec le médecin, l'infirmière et la diététicienne, et on leur explique ce que c'est le diabète gestationnel, la définition, les facteurs de risque, les risques pour l'enfant, pour la mère, et la prise en charge. Donc après, elles se connectent, et c'est donc... parce que c'est bien beau ces objets connectés, vous avez raison, mais il faut rester humain. Et c'est l'alliance thérapeutique qui est le succès. Et c'est pas la technique qui doit être primordiale. Mais cette technique, elle arrive après tout un atelier où on a discuté de ce qu'est le diabète gestationnel. Et les personnes qui ne veulent pas être connectées, ben, on se sert du carnet. Bonjour. Merci pour la conférence. J'aurais deux questions. La première, vous avez, en début de conférence, vous avez listé toute une série d'insulines qui étaient produites et des analogues. Quelles sont les technologies qui sont utilisées pour les produire? Et la deuxième, c'est par rapport à des technologies comme MyDiaby. Comment s'assurer, quels sont les moyens mis en place pour s'assurer de la confidentialité des données? Alors, concernant la production d'insuline, tout ce qui était Lontus, Tougeo, c'est le laboratoire Sanofi qui produit et ils utilisent la bactérie Escherichia coli. Ils lui ont mis un gène qui produit l'insuline et puis après ils séparent d'un côté l'insuline et ils enlèvent les bactéries. Pour l'insuline Tresiba, donc chez Novo, eux, leur processus de fabrication, ils utilisent des levures, comme la levure de bière. Pareil, ils ont incorporé le gène qui permet de produire l'insuline, et puis après ils séparent les levures de l'insuline, et c'est sous forme de poudre blanche, on parlait du sucre, quand ça sort de l'ensemble de la production. Donc c'est des productions d'insuline par génie génétique. Et puis en termes de sécurisation des données, dans toutes les plateformes, que ce soit MyDiaby, Insulia ou autres, ils ont une obligation de sécurisation des données. Elles sont chiffrées du patient vers le médecin, du médecin vers le patient. Ces données sont anonymisées et le prestataire de service n'a pas le droit de les utiliser à des fins personnelles, uniquement dans des projets de recherche clinique. Donc, il n'utilise pas les données pour les revendre, par exemple. Et donc ça, c'est très encadré et ça bénéficie de toutes les sécurités gouvernementales. Non, pas pour ça non. Pour le moment, on n'a pas eu. Non, et puis MyDiaby, c'était les premiers à faire ça. Leur objectif, c'était vraiment de pouvoir aider un maximum de patients. Après, s'il y a des études cliniques, des études ouvertes, ça permettra de savoir quelle est l'évolution, le nombre de personnes qui l'utilisent, est-ce qu'il y a beaucoup d'hypo dans une région par rapport à l'autre, est-ce qu'il y a une région qui est moins bien équilibrée. Il peut y avoir plein de données, ces ouvertures des données de santé, c'est actuellement, je pense, la prochaine évolution. Mais l'objectif, c'est que ça reste anonyme et qu'on ne puisse pas dire vous, monsieur, ou vous, madame, j'ai vu que vous étiez tout le temps en hypo, vous avez été hospitalisé 15 fois, je ne vous assure plus. Donc ça reste très sécurisé, parce que les systèmes sont en France.
Après, si on utilise d'autres plateformes à l'étranger, bah, ça sera la réglementation étrangère. Mais là, en l'occurrence, il n'y a pas de souci. J'ai une question. C'est un des objectifs. Oui. Bonjour. J'ai une question sur les pompes à insuline. J'ai un petit peu loupé le début de votre présentation, désolée. Je voulais savoir quelles étaient les évolutions en termes de pompes à insuline, notamment les patchs pour des diabétiques de type 1. Et si, parce que la pompe patch est très bien, mais il faut l'associer avec un autre patch pour mesurer sa glycémie. Donc pour des jeunes ados, c'est pas toujours évident. Quelles sont les évolutions en la matière? Est-ce qu'à un moment donné, il y aura un seul système, un seul capteur, etc. Alors, c'est vrai que ça serait l'idéal, c'est d'avoir le cathéter ou le pod qui soit le même avec le capteur. Le problème, c'est que la durée de vie du pod est de 3 jours et que la durée de vie du capteur est de 14 jours et que le problème, il est là. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas tout coupler. Ils avaient essayé un capteur couplé à un cathéter, mais le problème, c'était ça, c'était ces 3 jours. Et vu le prix des capteurs, on ne peut pas imaginer les changer tous les 3 jours. Donc pour l'instant, c'est un petit problème. Alors le problème, c'est la boucle fermée, mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, c'est un pod où avant on avait la selle Novo, maintenant elle va malheureusement ne plus exister, mais il y a d'autres pompes patch qui vont arriver. Mais pour l'instant, on n'a pas le même système couplé à cause de la durée de vie, je pense. Oui. Oui, bonjour. Je suis là-haut. Juste pour finir, il y a un problème d'accord industriel également. C'est le fabricant du capteur n'est pas le même que le fabricant de la pompe. Donc ça, c'est également un facteur limitant, mais tout est en train d'évoluer. Il y aura des pompes encore plus petites, encore plus fines, avec l'insuline concentrée. Donc ça évolue énormément. La question suivante. Oui, bonjour. Je voudrais, tout à l'heure, vous avez fait allusion au pancréas artificiel. Oui. Et j'aimerais que vous, si vous pouviez en toucher quand même quelques mots, si ce pancréas artificiel risque d'éliminer, enfin, c'est pas qu'il risque, s'il éliminera tous les autres traitements, et vers quelle période à peu près est-il prévu? Alors, le pancréas artificiel, on en entend parler déjà depuis au moins 10 ans ou 15 ans. Donc, la technologie a évolué. Alors, ce n'est pas l'organe qu'on va implanter, un organe électronique, comme un cœur artificiel. Actuellement, c'est un système autonome de délivrance d'insuline. À la fois en hypo, ça réduit l'insuline, et en hyper, ça l'augmente. Les systèmes les plus aboutis, c'est les systèmes pompe externe avec un capteur. C'est actuellement en développement à Grenoble. Mais ça permet, alors vous avez pu voir en hypo, la pompe s'arrête, et en hyper, et ben, la pompe augmente sa vitesse. On pense, vu l'évolution de la technologie, ça devrait arriver dans les 5 ans. Il y a eu déjà une pompe à insuline aux États-Unis qui est l'évolution de l'électronique qui permet d'envoyer un peu plus d'insuline rapide en cas d'hyperglycémie. Donc ce modèle, on ne l'a pas en France, mais dans les 5 ans, probablement, on l'aura. Après, ça ne va pas tout supplanter. Ça va concerner les pompes, on n'a pas parlé du coût. Mais globalement, une pompe à insuline standard, c'est 2 500 €. Donc ça a un certain coût pour la caisse d'assurance maladie et puis pour l'ensemble des Français. Donc il y aura le problème de coût. C'est que l'insuline, il y a beaucoup de patients qui peuvent être très bien contrôlés par des antidiabétiques oraux, les comprimés. Donc ça ne s'adressera pas à tout le monde, mais ça sera très certainement une des prochaines révolutions également dans la gestion et la prise en charge du diabète. Ça va concerner en premier lieu les diabètes très instables. Voilà. Actuellement, le système Diabloop à Grenoble, donc vous avez le capteur qui est couplé à la pompe avec un algorithme où le patient, il n'intervient que pour les repas et l'activité physique. Mais ça ne sera pas pour tout le monde. Merci, cette conférence prend fin. Vous pourrez retrouver
les docteurs Bully et Lebert à l'espace partenaire, si vous voulez continuer d'échanger.